Mathieu, bonjour. Ma première question, c'est vous venez tout récemment de sortir un ouvrage donc intitulé Plaidoyer pour les animaux. Et ma question, c'est dans un monde où tant de personnes souffrent, pourquoi faire un plaidoyer pour les animaux? Oui, curieusement, j'ai remarqué ces derniers jours, quand j'ai commencé à participer à des rencontres et à des interviews à propos de ce livre, que certaines personnes trouveraient presque indécent qu'on s'intéresse au sort des animaux alors qu'il y a tant de souffrance parmi les hommes. Alors évidemment, j'imagine qu'ils supposent qu'on doit faire un choix entre l'un et l'autre, comme si la bienveillance devait connaître des barrières. Mais si vous avez un soleil qui brille, en fait le soleil ça ne coûte pas plus cher de briller sur tout l'ensemble de la planète. S'il disait on va simplement restreindre mes rayons pour briller sur quelques personnes en particulier, en fait, il brillerait moins bien, même pour ces personnes-là. Donc si l'on commence à restreindre le champ de notre bienveillance, eh bien elle perd de sa qualité pour tout le monde, y compris pour les êtres humains. C'est pour ça que Lamartine disait, on n'a pas deux cœurs, un pour les humains, un pour les animaux, on a un cœur ou on n'en a pas. Donc en essence, il ne s'agit nullement de ne s'occuper bien sûr que des animaux, ça n'aura aucun sens, mais aussi des animaux. Et de s'en occuper, ça veut dire, déjà pour commencer, d'avoir de la considération pour ces autres êtres sensibles qui, comme nous, souhaitent échapper à la souffrance, souhaitent avoir un certain bien-être, souhaitent finalement poursuivre leur existence jusqu'au bout en maintenant leur intégrité physique et leur intégrité mentale lorsque, évidemment, ils ont une vie mentale suffisamment riche, ce qui est évidemment le cas de beaucoup d'animaux. Donc c'est simplement cette réaction, d'abord c'est souvent des gens qui ne vont pas vous dire comment osez-vous jouer du piano, faire du jardinage, aller au cinéma, assister à des conférences alors qu'il y a des personnes qui meurent de faim. On ne dit pas ça. Alors il y a un petit peu aussi une forme d'hypocrisie. Ceux qui vous disent ça, généralement, très souvent, c'est une forme de faux alibi pour ne rien faire, d'ailleurs souvent ni pour les animaux ni pour les hommes. Parce qu'on s'est aperçu dans l'histoire que ceux qui se sont mobilisés pour l'abolition de l'esclavage, pour les droits de l'homme, pour les droits de la femme, pour les droits de l'enfant, ce sont aussi, comme Jeremy Bentham, Théodore Monod et bien d'autres, ceux qui les premiers ont attiré notre attention sur le fait que la question n'est pas savoir si nous avons des poils, des cornes, une queue ou pas, mais est-ce que les animaux souffrent? C'était la question de Jeremy Bentham. Et bien sûr, on a souvent dénié la souffrance aux animaux, c'était le cas de Descartes, de Malebranche qui disait « Donnez un grand coup de pied à un animal, s'il fait du bruit, c'est comme si vous cogniez un réveil matin, ça fait un petit peu de bruit ». On a après dénié, vous savez, il y a 40 ans, on disait qu'on opérait les nourrissons sans anesthésie parce qu'on dit qu'ils ne sentent rien. Après, on a dit les poissons ne sentent rien parce qu'ils n'ont pas d'expression faciale. Maintenant, on s'est aperçu qu'ils avaient les mêmes terminaisons nerveuses, les mêmes neurotransmetteurs que ceux qui nous permettent de ressentir la douleur. Donc l'évolution est très économe, elle ne fait pas des choses pour rien. Donc en gros, même les crevettes, les crabes, maintenant ça a été montré, ressentent la douleur. Donc en essence, c'est simplement remédier à cette incohérence qui fait qu'on a fait un immense progrès de civilisation par rapport à une époque où le dimanche, les gens allaient voir des gens se faire exécuter à la Tour de Londres ou sur la place publique en France avec femmes et enfants. Le supplice de la roue, c'était plus intéressant que les matchs de foot à l'époque. Et donc on a aboli la torture, bien sûr elle continue, mais enfin officiellement elle n'existe plus dans la plupart des pays. Il a signé la Convention contre la torture, l'abolition de l'esclavage, bien qu'il y ait encore des millions d'esclaves, mais c'est à l'encontre des lois internationales. Et puis, donc la valeur de la personne humaine est non négociable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, selon la loi, instrumentaliser les êtres humains, mais en gros, la valeur intrinsèque des animaux est quasiment nulle en elle-même, sauf si elle a une valeur marchande, sauf si c'est des animaux de compagnie qu'on traite comme nos enfants, mais on peut, comme on le fait aujourd'hui, tuer pour notre usage 60 milliards d'animaux terrestres chaque année et 1000 milliards d'animaux marins. Donc là, il y a une incohérence éthique fondamentale. Donc ça demande une énorme prise de conscience en effet, et ça s'inscrit, ce que vous dites en fait, dans le plaidoyer pour l'altruisme que vous aviez également écrit précédemment. Alors j'ai une question, c'est selon vous et d'après la doctrine bouddhiste, quel est l'obstacle à l'altruisme?
Ben, c'est pas seulement la doctrine bouddhiste, c'est quelque chose de très fondamental. L'obstacle à l'altruisme, c'est l'égoïsme. L'égoïsme? C'est-à-dire, alors, il ne faut pas confondre égoïsme avec le simple fait de se vouloir du bien. Pour citer un auteur bouddhiste très fameux qui s'appelle Coluche, il n'y a pas de mal à se vouloir du bien. Donc en essence, d'ailleurs c'est un très mauvais pari que de se vouloir du bien qu'à soi. C'est ça le problème. La poursuite d'un bonheur égoïste est vouée à l'échec. Et ça pour plusieurs raisons. Il y a d'abord une raison d'expérience. Si vous pensez moi du matin au soir, vous vous rendez la vie misérable. Pourquoi? Parce que vous êtes une vulnérabilité constante. Si tout dépend de la façon, ce que vont dire les gens de vous en bien ou en mal, les moindres sensations de chaud et de froid, de plaisir et de déplaisir, vous êtes la cible permanente de l'ensemble du monde qui se dresse comme un ennemi quasiment à vos petits désirs égocentrés. Donc là, vous êtes dans une situation très inconfortable. De ce fait, vous êtes complètement replié sur vous-même et donc vous rendez la vie misérable à tous ceux qui vous entourent. Ça, c'est l'expérience même de la recherche du bonheur égoïste. Mais aussi, il y a une autre chose, c'est que c'est totalement dysfonctionnel. Pourquoi? Parce que ça supposerait que nous soyons des entités, finalement, isolées, que nous pourrions construire notre bonheur dans la petite bulle de l'égocentrisme, en se disant, bon, je ne suis pas contre le bonheur des autres, mais ce n'est pas mon affaire. Et la réalité n'est pas comme cela. La réalité n'est pas faite d'entités indépendantes, autonomes, etc., mais fondamentalement impermanentes, interdépendantes et impermanentes aussi, bien sûr. C'est-à-dire que, en fait, les objets n'existent qu'au travers des relations entre les autres. La production en interdépendance, ceci est parce que cela est. Et donc, de ce fait, ça ne peut pas fonctionner. Alors, l'altruisme, au contraire, il se trouve, le but de l'altruisme, évidemment, est d'accomplir le bien d'autrui, c'est son but ultime. Mais il se trouve que de surcroît, comme un bonus, c'est aussi la meilleure façon, comme un effet secondaire, d'accomplir votre propre épanouissement. Donc, intérieurement, c'est pour ça aussi que la générosité, l'amour du prochain, la bonté, la sollicitude sont les états mentaux qui sont les plus satisfaisants, au cours desquels on se sent en harmonie avec soi-même. Et bien sûr, la bienfaisance, son but principal étant orienté vers autrui, autrui va aussi ressentir les bienfaits de cela. Donc, émotionnellement ou expérientiellement, c'est l'état le plus satisfaisant. Et ensuite, l'autre aspect, du fait que ça tient compte de l'interdépendance, c'est-à-dire que je me rends compte, je ne me réveille pas le matin en souhaitant souffrir toute la journée. Si je me transporte dans l'esprit de quelqu'un d'autre, je peux imaginer d'un animal, d'un poisson, d'un être humain, son but dans l'existence n'est pas de souffrir. De ce fait, cette interdépendance, si j'en tiens compte, appelle à l'extension de mon altruisme, ma bienveillance. Parce que, si je vois dans ma propre expérience, mes tendances sont fortes. Je me sens très conditionné par ma culture, par mon passé, par des peurs, par des désirs. C'est là, je ne peux pas le nier. Donc comment justement on peut dépasser ces tendances à vivre une vie égoïste, justement, alors même que, comme vous le dites, d'abord c'est une illusion parce qu'on est tous interconnectés, et aussi que très probablement on n'arrivera pas à résoudre les grands enjeux de notre temps, chacun dans nos bulles qui vont s'entrechoquer pour dépasser quelque chose qui demande une gestion de complexité incroyable. Donc, quelle est la recette? J'imagine, c'est pas juste de se dire aujourd'hui je vais être généreux. Comment en fait accéder à comment dépasser en fait cet égoïsme? Alors, moi, ce qui me surprend le plus, c'est à quel point, finalement, on pourrait s'imaginer effectivement que, d'un côté, tout le monde reconnaît qu'on est prêt à passer 15 ans, aller à l'école, avoir une formation professionnelle. On n'est pas né en sachant lire et écrire, en sachant faire des maths, jouer du piano, etc. Donc on accepte l'idée qu'au fil des années, un entraînement spécifique, assidu, qui prend du temps, va apporter comme résultat l'acquisition de capacités. Alors nous avons bien sûr un potentiel qui n'est pas le même pour tout à chacun, une sorte de ligne de base, notre point de départ qui est lié à beaucoup de facteurs, dont notre héritage génétique, dont l'environnement dans lequel nous avons grandi. Mais malgré tout, il y a ce potentiel, reste latent tant qu'on n'a pas actualisé. Par exemple, pour faire un sport, tout le monde a la faculté de faire un sport en général, ou de jouer du piano. Tout le monde ne deviendra pas
un virtuose, mais par rapport à n'avoir jamais touché un clavier, si vous vous entraînez pendant quelques années, au moins vous saurez jouer un petit peu du piano. Alors ce qui est mystérieux, c'est quand il en vient aux qualités humaines fondamentales, on se dit finalement c'est comme ça que je suis, c'est à prendre ou à laisser, je ne peux rien y faire, c'est comme si c'était gravé dans la pierre. Alors que c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que ce que vous appelez les tendances, finalement qu'est-ce que c'est que les tendances? C'est le résultat, les sédiments, pensée après pensée, émotion après émotion, comment est-ce que j'ai réagi ou comment est-ce que la façon dont j'ai fait l'expérience d'une pensée particulière. Est-ce qu'une pensée, par exemple, de mécontentement, est-ce que cette étincelle, ensuite, s'est propagée, a enflammé comme un tas d'herbes sèches qui a mené à la colère, au ressentiment, à l'animosité, à l'agressivité, à la violence verbale et physique? Est-ce que j'ai laissé une pensée envahir le champ de mon mental? Et si je fais ça une fois, si je fais ça 2 fois, si je fais ça tous les jours, évidemment, je vais acquérir une tendance. Donc, remédier ou trouver l'antidote à des tendances qui minent notre bien-être et celui d'autrui, comme la colère, la jalousie, l'arrogance, l'obsession, le désir obsédant, etc., etc. Ce n'est pas simplement, effectivement, en disant « tiens, je souhaiterais ne plus éprouver de jalousie », c'est de nouveau pensée après pensée, savoir gérer ces pensées à mesure qu'elles surviennent, les laisser se défaire sans s'enchaîner pour envahir notre esprit, comme un oiseau qui passe dans le ciel et qui ne laisse pas de traces. Mais ce n'est pas en une seule fois, c'est bien sûr, c'est un processus permanent de façon de gérer les pensées. Et si vous faites ça, non seulement à chaque fois que, par exemple, une pensée de jalousie, de mécontentement, de colère, vous saurez la laisser se défaire, mais l'accumulation de ces mini-succès fera que peu à peu, vous allez changer vos humeurs et peu à peu vos traits de caractère. Donc c'est un travail de longue haleine, bien sûr. Donc c'est un petit peu le noble effort, en fait, dont on parle beaucoup dans le bouddhisme, le fait de contrôler. Est-ce qu'on peut parler de contrôler ses pensées, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus transcendant, en fait, dans votre approche? Bon, alors le mot, bien sûr, on parle de maîtrise de notre esprit, mais alors, dès qu'on parle de contrôler, maîtriser, souvent les gens ont une sorte de réaction en disant ce que je veux, moi, c'est la liberté. Donc, contrôler, on a cette idée qu'on va enfermer notre esprit dans une sorte de carcan. Et j'ai entendu une fois une jeune femme sur la BBC anglaise disant « pour moi, la liberté, c'est de faire tout ce qui me passe par la tête sans que personne n'y trouve rien à redire. » Tout ce que je veux quand je veux. Ça veut dire d'être l'esclave de toutes vos pensées, sans exception. Donc, comment est-ce qu'on peut relier cette notion de liberté véritable à la notion de maîtrise? Il y a un exemple qui me semble refléter ça bien. Imaginez que cette jeune femme qui disait « la liberté, c'est de faire tout ce qui me passe par la tête », si un marin mettait ça en application. Ça voudrait dire naviguer, c'est prendre un bateau, on part en mer, et alors, tout ce qui vous passe par la tête, c'est quoi? C'est le bateau, je vais laisser le bateau aller, ou que les courants l'emmènent, ou que les vents le poussent, et évidemment, on finit quoi? Sur des rochers. Donc ça, c'est pas naviguer, c'est dériver. Donc, faire tout ce qui vous passe par la tête, c'est la dérive, c'est pas la liberté. Donc, maîtriser et être libre, libre de quoi? Libre de naviguer. Je veux aller vers cette île particulière, je veux faire le tour du monde, vous prenez la barre du bateau, vous réglez les voiles, vous êtes maître de votre bateau, donc libre de naviguer là où vous souhaitez y aller. C'est-à-dire, dans le cas d'une transformation de l'esprit, la maîtrise, c'est d'aller de la confusion à la connaissance, de l'asservissement à ces toxines mentales que sont la haine, l'avidité, etc., à la liberté, à l'absence de ces toxines mentales, etc., etc. C'est d'aller d'une distorsion de la nature de la réalité comme étant solide, permanente, etc., à voir l'interdépendance, l'impermanence des choses, la non-réalité solide de ce qui nous semble être solide. Tout ça est un processus de libération, finalement. Et de prise de conscience, puisqu'il y a des choses qui nous paraissent extrêmement vraies, là, maintenant, au moment où vous parlez, et qui remettent en question des postulats dont on a hérité, en fait, et qu'on ne questionne jamais. J'aimerais savoir, par rapport
Quand vous dites en fait de prendre justement cette distance, en fait, cette liberté par rapport par exemple aux pensées ou aux émotions, est-ce que ça ne nous renvoie pas à la méditation et à l'objet de la méditation? De développer cette... alors on dit beaucoup l'équanimité dans le vipassana par exemple, dans cette pratique-là. Est-ce que c'est la méditation qui aiderait justement à pouvoir évoluer au-delà de juste une pensée positive, mais évoluer, j'irais au niveau du cœur de mon être, au niveau de mon sens de soi, au niveau de me reprogrammer en quelque sorte, je ne sais pas, j'aimerais savoir en fait ce que vous en pensez. Comment la méditation s'inscrit en réponse à ce que vous venez de dire précédemment? Peut-être conviendrait-il tout d'abord de démystifier ce mot, méditation, parce que souvent, bien sûr, c'est un mot occidental qu'on utilise dans certains autres contextes aussi spirituels de l'Occident. Aussi, il y a la méditation, l'imitation des promeneurs solitaires, etc. C'est aussi une méditation, c'est une sorte de penser encore et encore à un sujet qui vous préoccupe. Mais ce qu'on entend aujourd'hui évidemment par méditation, généralement dans le grand public, c'est une idée d'une technique en général orientale, du bouddhisme, l'hindouisme, etc., du soufisme. Mais si l'on voit, pour simplifier la question et en fait élargir le sens de ce mot, si l'on regarde l'étymologie, le sens des mots qu'on a traduits par méditation, c'est assez différent. Le mot sanskrit bhavana veut dire cultiver. Donc on cultive des qualités, parce que cultiver, ça veut dire vous prenez une graine et vous en faites une fleur. Donc un processus. C'est aussi, d'après le mot tibétain, se familiariser avec. Alors, ça ne veut pas dire forcément uniquement cultiver une qualité particulière, comme l'amour altruiste, mais aussi se familiariser avec quelque chose qui, jusqu'à maintenant, nous avait un peu échappé. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous avez un visage familier, vous le reconnaissez tout de suite. Par exemple, en Occident, souvent, vous parlez à des personnes extrêmement cultivées, vous leur dites, vous parlez de la nature de l'esprit, souvent, ça n'évoque pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas familiers du fait que nous sommes tellement pris par les tourbillons de pensées qui ne cessent de virevolter du matin au soir, nous ne sommes pas familiers avec l'idée ce dont on pourrait faire l'expérience derrière le rideau des pensées. Finalement, il y a quelque chose de plus fondamental qui permet toutes les pensées, l'imagination, les émotions, le souvenir, l'anticipation de l'avenir, cette faculté cognitive de base, cette conscience lumineuse qui permet toute chose, la faculté de connaître, qui est différente d'un caillou, par exemple, qui ne connaît pas grand-chose a priori. Cette faculté première qui définit la nature de la conscience, on dit lumineuse dans le sens, non pas qu'elle brille dans le noir, mais qu'elle éclaire, d'une part, mes perceptions du monde extérieur, mais mon monde intérieur. Elle éclaire mes propres pensées. C'est comme une lampe qui s'illumine elle-même. Elle n'a pas besoin d'une deuxième lampe pour s'illuminer. Donc cet aspect-là, nous ne sommes pas vraiment familiers avec cela. Nous en faisons rarement l'expérience. Donc, vous voyez, méditation, ce mot, se familiariser avec, entraîner son esprit, cultiver des qualités, ça recouvre un spectre extrêmement vaste de processus de découverte que l'entraînement, auquel vise l'entraînement de l'esprit. Donc ce que vous dites, pour moi, c'est très éclairant, parce que dans les médias branchés, en fait, aujourd'hui, la méditation, c'est devenu très courant et parfois un petit peu galvaudé. Donc c'est pas d'abord thérapeutique, c'est pas d'abord une technique de relaxation psychospirituelle, c'est accéder à quelque chose qui est même, d'après ce que vous venez de dire, qui existe avant les pensées et avant les émotions, quelque chose qui est cette conscience lumineuse en fait avec laquelle on peut se familiariser par la pratique de la méditation, c'est ça ? Oui, alors d'abord, c'est effectivement de reconnaître que ce qui permet tous les processus mentaux, c'est le fait d'avoir cette conscience de base qui est un peu comme, si vous voulez, la lumière, par exemple. La lumière me permet d'éclairer toutes sortes de choses. Mais la lumière en elle-même n'est pas modifiée. Si elle éclaire un tas d'ordures, elle ne devient pas sale. Si elle éclaire un monceau d'or, elle ne devient pas chère. Mais elle permet de faire ça. Elle n'est pas modifiée par le contenu, mais elle permet le contenu. Ou si vous prenez l'exemple d'un miroir, la qualité d'un miroir. Pourquoi est-ce que le miroir est un objet précieux qu'on peut garder toute sa vie ? C'est parce qu'en fait, il permet une infinité d'images sans devenir vieux. Vous n'achetez pas un miroir qui est bon pour 1000 réflexions et après, il faut le jeter pour en acheter un autre.
C'est-à-dire que les images qui apparaissent dans le miroir n'appartiennent pas au miroir, ne pénètrent pas le miroir, mais permettent toutes ces images d'apparaître. Donc c'est un peu comme cette conscience de base permet l'ensemble de ce qui se passe au sein de cet espace de facultés cognitives, mais n'est pas altéré, modifié. Et c'est aussi la raison pour laquelle on peut transformer le contenu de nos pensées, parce que si la haine, la violence, l'avidité, etc., étaient complètement dans la fabrique fondamentale, la texture fondamentale de notre esprit, on ne pourrait jamais s'en débarrasser. Si vous voulez que je me débarrasse de la couleur rouge, si j'avais un peu une tache de mousseline, comme c'est souvent le cas sur mon habit, il suffit de le frotter ou de le laver un petit peu. Mais si je voulais me débarrasser de la couleur rouge, il faudrait que je le détruise. Donc le fait que toutes les constructions mentales apparaissent au sein de cette faculté première de connaître, mais ne lui appartiennent pas intrinsèquement, c'est ce qui permet ce processus de transformation. Ce que vous dites, c'est qu'en fait, en accédant à ce fondement qui précède finalement, on va dire, les pensées ou les tendances égoïstes, peut-être que j'accède aussi à des valeurs, à des qualités qui me permettent d'agir aussi différemment dans le monde, et notamment de pouvoir exprimer cet altruisme par rapport aux êtres vivants, aux êtres sensibles. Fondamentalement, la faculté cognitive de base, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Oui. Mais en côté, on peut dire qu'elle est bonne parce qu'elle ne recèle pas intrinsèquement les poisons mentaux que sont la haine, etc. Donc, par comparaison, mais en elle-même, elle est au-delà du mal d'un certain point. Je ne parlais pas de la faculté cognitive, qui effectivement est un outil, en fait, en quelque sorte, elle est neutre. Je parlais des motivations, là d'où j'utilise en fait ces facultés-là. Donc, si vous voulez, si vous avez une plus grande familiarité avec cet aspect-là, il est évident que cette présence éveillée, si on peut l'appeler ça comme ça, du fait qu'elle est libre de ces poisons mentaux. Donc, si vous avez une certaine expérience de cela, vous voyez bien que cet état aussi est un état, effectivement, qui est lumineux, qui est pacifié, qui est libre de ces toxines mentales. Donc, la prise de conscience de cet état fait que lorsqu'une pensée d'animosité survient, bien vous la voyez venir d'abord très clairement, vous n'attendez pas que l'étincelle ait mis le feu à la forêt, ouais. Et vous la voyez tout de suite, vous voyez sa nature finalement indésirable, dans la mesure où elle entraîne de la souffrance pour autrui et pour soi-même, et donc vous êtes à même, beaucoup plus, de laisser cette étincelle s'évanouir dans l'espace, plutôt que de tomber sur une masse d'herbes sèches qui serait votre réactivité en quelque sorte. Si je comprends bien, vous dites qu'en pratiquant la méditation, on crée une espèce d'espace qui nous permet de mieux voir la totalité de ce qui se passe à l'intérieur. Vous ne créez rien du tout, vous avez la faculté de reconnaître et de faire l'expérience de cet aspect de présence éveillée. Qui est toujours là. Et alors évidemment, ça crée une sorte d'espace, si on peut dire, de non-identification. Si par exemple vous êtes en proie à une grande anxiété, moi ça m'arrive souvent, j'ai toujours peur d'arriver en retard dans les trains, pour les avions, donc je suis comme mon père 2 heures avant sur le quai de la gare en me disant où est le train. Mais en fait, si je m'identifie à cette anxiété, je suis l'anxiété, c'est-à-dire que en fait, c'est ça qui me caractérise mon esprit maintenant. Mais si je regarde avec cette pleine conscience l'anxiété, ce qui est conscient de l'anxiété n'est pas anxieux, il est conscient. C'est ça que donc, vous appelez la conscience lumineuse. C'est ça la conscience lumineuse dont vous parlez, cette présence. C'est plus profond que ça, mais disons simplement déjà le fait d'avoir un espace, d'être conscient de l'anxiété, de l'agressivité, etc. Finalement, cet espace, plus vous restez avec lui, il a une tendance à s'agrandir, tandis que l'anxiété, la peur ou autre chose a tendance à perdre de sa force, de son pouvoir de contrainte. On donne l'exemple dans le bouddhisme, cette conscience, cette présence éveillée est un peu comme le soleil qui se lève le matin, et les pensées solides sont un peu comme la gelée blanche qui peu à peu fondent au soleil. Donc, c'est pas immédiat, mais peu à peu, quelle que soit la construction mentale qui vous tourmente ou qui vous incite à tourmenter les autres, en la regardant avec cette
présence éveillée, eh bien, peu à peu, elle perd de sa force, de sa présence, et puis, finalement, elle s'estompe. Donc, l'intérêt de ça, c'est que vous avez évité, finalement, deux extrêmes. L'un qui consisterait à supprimer ou à réprimer une pensée de colère, d'agressivité. Parce que là, c'est un peu comme une bombe à retardement que vous mettez sous votre chaise, ça ne vous avance pas à grand-chose. L'autre qui consisterait à dire non, 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 il faut laisser la colère s'exprimer. On a beaucoup dit ça dans le passé. Alors, on allait, à l'époque, on payait pour casser des pianos, etc., etc., parce qu'il faut laisser... Et ça, on a bien montré que plus vous faites ça, plus vous êtes facilement en colère et plus souvent. Donc, en fait, vous ne faites que renforcer ces tendances. On avait expliqué ça une fois au Dalai Lama. Et vous savez, dans ces cas-là, vous êtes vraiment énervé, en colère, vous pouvez choisir entre vous taper la tête contre les murs ou contre un oreiller. Et le Dalai Lama, qui a le sens pratique, a dit « je préfère l'oreiller dans qu'à faire ». Si je suis identifié, par exemple, à la colère, je vais agir de manière inconsciente, presque de manière mécanique, à partir de cette colère-là, alors que ce que j'ai compris de ce que vous disiez, c'est que par cet espace qui est là, mais auquel on ne porte pas forcément attention, on libère une capacité de choix, j'ai l'impression. C'est-à-dire, au lieu d'agir de manière compulsive et inconsciente, conditionnée, je dirais, j'ai le sentiment qu'en se désidentifiant de ces choses-là, parce que ce n'est pas réellement moi, que justement on libère une capacité de choix et agir de manière plus objective et plus appropriée, et du coup plus altruiste, etc. Est-ce qu'on peut dire ça ? Le fait qu'il y ait des enchaînements automatiques, c'est-à-dire, quand on dit automatique, ça veut dire que c'est des enchaînements, une réaction en chaîne qu'on ne maîtrise pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont totalement mécaniques, loin de là, ni qu'elles sont inconscientes. Simplement, si vous voulez, on ne les maîtrise pas, on est un peu comme pris dans le flot d'une puissante rivière. Donc on est emporté par nos propres constructions mentales et on devient l'esclave de nos pensées. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est mécanique dans le sens de non conscient et puis inconscient dans le sens qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on est distrait, mais non pas parce que c'est enfoui quelque part dans un soi-disant subconscient, parce que du point de vue de la méditation, la notion d'inconscient, c'est comme si vous disiez est-ce qu'il y a des zones d'ombre au milieu du soleil ? Donc, dans la pleine conscience éveillée, la notion d'inconscient n'a pas beaucoup de sens. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que dans le cerveau, il y a 90% des processus dont on n'est pas conscient, parce que ça prendrait, s'il fallait être conscient de tout ce qui se passe dans le cerveau, on en passerait notre vie à ça. Donc, c'est normal qu'il y ait des mécanismes dont on ne se rend pas compte, on n'est pas toujours conscient de la façon dont notre cœur bat, dont le sang circule dans notre corps, mais ça, c'est une autre affaire. D'accord. Et vous avez beaucoup parlé de présence éveillée, et donc le terme en fait, le terme Bouddha en fait, ça vient du sanskrit en fait, et je crois que ça veut dire en fait justement s'éveiller, comprendre, prendre conscience. Et prendre conscience, enfin bon, c'est autre chose. Ça dépend ce qu'on entend par prendre conscience. Est-ce que c'est prendre conscience du sort d'enfants qui sont maltraités, d'animaux maltraités ? Avec un grand C. En fait, le mot tibétain est assez révélateur. C'est un mot en 2 syllabes, Sangye. Sang, ça veut dire clarifier ou purifier tout ce qui est à purifier. C'est-à-dire que toutes les zones d'ombre ont été remplacées peu à peu par la lumière. Mais ça, ce n'est pas un processus instantané. C'est peu à peu, la lumière se répand et l'ignorance, la confusion mentale, la distorsion de la réalité laisse place à une adéquation entre la façon dont on perçoit les choses et la façon dont elles sont, etc., etc. Donc, il y a cet aspect de purifier, non pas parce que notre nature fondamentale est impure, d'après le bouddhisme, la nature du Bouddha est en chaque être, c'est un peu comme une pépite d'or. Mais une pépite d'or, elle peut avoir été des siècles enfouie dans sa gangue, elle peut être tombée dans la boue, ou même pire, dans un amas d'excréments, mais l'or lui-même n'a pas changé. Donc ce qu'on appelle purifier, c'est un petit peu un processus d'écarter ce qui masque la nature fondamentale de l'esprit ou de la bouddhéité. C'est un petit peu comme si vous pouvez être une centaine d'années dans un pays où il y a constamment le ciel est couvert, c'est-à-dire qu'il y a constamment des nuages, mais le soleil derrière et le ciel bleu n'ont jamais cessé un instant de briller. Donc c'est plutôt écarter ces voiles, écarter ces nuages, et c'est en ça que consiste le chemin. Donc naturellement, ça peut être qu'un chemin progressif, parce que si vous avez un ciel rempli de nuages, c'est peu à peu que ces nuages se dissipent, à la suite de causes et de conditions que vous amenez par la pratique spirituelle. Donc dans ce sens, c'est finalement redécouvrir notre nature véritable, mais c'est pas si facile que ça. Donc attendez, donc la deuxième sang, c'est clarifier, gué, ça veut dire développer.
c'est-à-dire dans le sens de s'épanouir, comme un bourgeon qui maintenant est pleinement épanoui, donc c'est le plein épanouissement de la connaissance, de la sagesse, de la compréhension de la nature de la réalité, et de toutes les qualités d'amour inconditionnel, etc., qui accompagnent cette connaissance ultime. Ouais, c'est très inspirant. On parle beaucoup, en fait, souvent de l'éveil des consciences, et le Bouddha disait, on lui posait la question de savoir s'il était un dieu, il disait non, je suis éveillé. Est-ce que donc on peut dire que l'éveil, c'est l'éveil des consciences, ou l'éveil tel que vous vouliez de le définir, c'est la solution en fait au mot de l'humanité en termes d'accéder à cet altruisme, d'accéder peut-être à ce dépassement de ces... Il y a l'expression de cette pépite d'or qui est en chacun d'entre nous. Quand on parle souvent de l'éveil des consciences, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus ordinaire. Par exemple, l'éveil des consciences par rapport à des violations des droits de l'homme, l'éveil des consciences par rapport au sort infâme que nous réservons aux autres espèces. Ça, c'est une prise de conscience parce que nous avions jusque-là détourné le regard ou nous n'étions pas mis à la place de l'autre. Kafka disait « La guerre, c'est un prodigieux manque d'imagination ». Donc de ne pas s'imaginer aussi poisson, de ne pas imaginer un animal dans un abattoir. 15% des animaux, au moment où ils sont découpés en morceaux, sont encore conscients. Donc ne pas s'imaginer ça, à ce moment-là, la compassion s'arrête au bord de l'assiette, ça c'est clair. Donc c'est une prise de conscience, c'est de voir la réalité telle qu'elle est. Mais ça n'a rien à voir avec la bouddhéité, l'éveil qui consiste à l'élimination totale de l'ignorance et de la confusion mentale. Ça c'est quand même une autre affaire. Est-ce que c'est donc vous dites en fait, vous nous appelez, vous nous invitez à aller vers davantage de profondeur pour découvrir cette conscience lumineuse, pour reprendre vos termes. Ça prend du temps. Je vous invite d'abord, je vous invite à rien du tout d'ailleurs. Moi j'essaie de faire ce que je peux. Moi je me sens attiré et invité par ce que vous dites. Vous êtes tout à fait libre de faire absolument ce que vous voulez. Moi, ce que je pense que la bonne solution, c'est d'abord de se rendre compte qu'on est un mélange d'ombre et de lumière, donc ce n'est pas un état optimal, qu'il y a des choses qu'on pourrait malgré tout améliorer dans notre existence, et que c'est possible. Donc déjà, c'est une bonne chose. Donc c'est possible comment ? Dans le cas de l'expérience vécue, en transformant la façon dont fonctionne notre esprit. Donc il faut déjà se rendre compte de ça. Notre esprit peut être notre pire ennemi et notre meilleur ami. Donc commençons déjà par de façon très élémentaire à mieux gérer nos émotions, nos pensées, moins en être l'esclave, et puis peu à peu, les étapes révéleront elles-mêmes les éléments du chemin. Est-ce que la pratique de la méditation, justement, ne nous conduit pas dans cette direction ? Vous parlez de découverte de notre nature véritable, d'accéder en fait à un sens de soi qui n'est pas justement ce sens égoïste. Est-ce que c'est pas la première brique sur le chemin justement de l'éveil ou le chemin de l'action plus juste ou de l'action plus éveillée pour accéder à cette présence éveillée dont vous parlez, pour mettre en cohérence en fait nous, qu'est-ce qu'on doit faire au quotidien pour pouvoir justement commencer à emprunter ce chemin, alors qu'il soit bouddhiste ou qu'il ne soit pas bouddhiste d'ailleurs. Est-ce que la méditation est une bonne première brique ? Alors de nouveau, moi j'aime pas trop parler du mot méditation, encore que bon... ça m'arrive d'en parler, mais pour attirer l'attention du fait que c'est plus large que l'idée qu'on se fait habituellement de la méditation. Parce que souvent, la méditation, les clichés, c'est faire le vide. Comment on peut faire le vide ? Je veux dire, ça ne tient pas debout. Si vous allez rester sans penser pendant 1 heure, essayons. Et se relaxer. Bon, se relaxer si on est très tendu, c'est très bien, mais simplement essayer de bloquer les pensées, je veux dire, ça va pas aller. C'est Oscar Wilde qui disait « Je ne pense pas et quand je pense à rien ». C'était une boutade, bien sûr. Donc, en gros, encore une fois, revenons à l'idée de cultiver certaines qualités, d'une part, ça peut être l'altruisme, et de se familiariser d'abord avec la façon dont les pensées, les émotions surviennent, et se familiariser avec cet aspect plus fondamental de cette présence éveillée qui est se reposer dans cette présence éveillée, évidemment, c'est quelque chose qui est extrêmement libérateur. Mais ça, c'est un processus de familiarisation, parce que nous sommes un peu comme des enfants turbulents, notre esprit ne reste pas en place, et souvent quand des gens disent « je commençais à méditer, mais moi je ne suis pas doué », j'ai l'impression que mes pensées sont encore plus que quand je ne médite pas. En fait, ce n'est pas qu'elles sont plus nombreuses, c'est qu'on se rend compte de l'étendue de la catastrophe. Mais c'est vrai. On ne fait pas attention. On dit que c'est comme l'eau qui passe
Vous êtes dans une prairie, vous pensez que la prairie est sèche et vous marchez, plaf, vous tombez dans l'eau. L'eau ne cesse de courir sur les herbes, on ne le voit pas. Ce petit bruit constant, ce bavardage mental, Mingyur Rinpoche parle le bavardage des neurones. Ça n'arrête pas du matin au soir. Donc c'est un petit peu ça, donc il faut devenir plus familier et donc il faut un tout petit peu s'émanciper. Anne, est-ce qu'on a une question du public? La conscience est-elle uniquement liée au mécanisme du corps et au sens où reste-t-elle après la mort corporelle? Moi je pensais que c'était le sujet de la conférence de ce matin d'ailleurs. Alors là en 5 minutes ça va être dur. Ah, que dire? Alors qu'il est quelle heure là? Allez, on vous donne 10 minutes si vous voulez. Très simplement, les principes de base, c'est si vous examinez la matière, par exemple, vous pouvez descendre de plus en plus petit, vous avez cette table, ensuite vous avez de la sciure de bois, si vous la réduisez en morceaux, d'abord des morceaux, ensuite la sciure de bois, ensuite vous allez trouver différents types de molécules, vous allez rentrer dans les molécules, vous allez apercevoir que ce qu'on dit, un petit noyau avec des électrons qui tournent, finalement c'est une image qu'on enseigne encore dans les écoles mais qui ne correspond pas à la réalité. Vous avez des ondes de probabilité qui se résolvent en particules quand on les observe d'une certaine manière. Donc vous arrivez à la physique quantique, ou vous arrivez au quark, vous arrivez à tout ce que vous voulez, vous arrivez au supercorde avec 11 dimensions, et puis à un moment donné, la question de Leibniz, pourquoi est-ce que c'est là plutôt que pas là, à moins d'amener un Dieu créateur, vous êtes bien embêté. Donc ce que vous faites, c'est vous constatez que les phénomènes, qu'ils soient aussi solides qu'ils l'apparaissent ou pas, ça c'est une autre question, ils se manifestent. Donc le déploiement du monde des phénomènes, c'est comme ça, il est là. Alors bien sûr, il n'est sans doute pas aussi solide qu'on lui prête, il n'a sans doute pas de réalité intrinsèque, etc., etc. Mais simplement le fait qu'il y ait un déploiement des phénomènes, c'est ce qu'on appelle un phénomène premier. On ne peut pas se dire pourquoi il est là plutôt que pas là, il se trouve qu'il est là. Alors, dans le domaine de la conscience, le problème le plus souvent, c'est qu'on n'arrête pas. Alors c'est comme de passer constamment, quand ça vous arrange, de la mécanique classique à la physique quantique. Alors quand vous voulez quand même que le monde existe, c'est solide, alors vous parlez de la mécanique classique, puis à un moment donné, vous voyez les principes de la mécanique quantique qui défient l'imagination que nous avons, comme si un caillou pouvait en même temps être le caillou, et puis les ondes qu'il crée autour. Enfin bon, il y a une inconsistance pour l'esprit qui veut enfermer les choses dans des concepts solides. Donc, dans le domaine souvent de la conscience, on alterne souvent entre la perspective à la troisième personne, c'est-à-dire des corrélations, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau quand je pense à la couleur bleue, quand je pense à l'amour, quand je suis empli de colère, ou etc., etc. Alors on peut effectivement faire des corrélations, mais ça ne vous renseigne en aucune façon sur la nature de l'expérience. Qu'est-ce que c'est que de voir la couleur rouge, du point de vue de l'expérience vécue, de ressentir de l'amour, même si vous décrivez. Et ça, comme disent certains philosophes de la conscience, le problème facile à résoudre, qui n'est pas facile, ce serait le brain project, c'est-à-dire de décrire jusqu'au neurone près exactement tout ce qui se passe à tout moment dans la conscience. Ce n'est pas beaucoup plus avancé parce que vous ne saurez toujours pas ce que c'est que de ressentir de l'amour et de voir une couleur rouge. Donc l'expérience elle-même, c'est en fait ce qui précède tout. Alors, l'expérience à la première personne, c'est-à-dire, voilà, de même que je vais aller dans des niveaux de matière de plus en plus subtils, jusqu'à la physique quantique, par exemple, ou au vacuum quantique, qu'est-ce qui se passe si je prends ce qui définit la conscience, c'est-à-dire l'expérience, et que je descends plus avant, comme j'irai chercher les particules élémentaires ou le vide quantique? Eh bien, d'abord, je vois les pensées, bien sûr, ensuite, je vois cette présence éveillée. À un moment donné, il y a quelque chose qui est simplement une faculté cognitive de base, et puis là, je ne peux pas aller plus loin. Dans cette faculté cognitive de base, je vois mes neurones, je ne sais même pas que j'ai un cerveau. J'ai passé 150 heures dans un IRM, on m'a dit que j'avais un cerveau, je suis très content. Je suppose que j'en ai un. Évidemment, j'en ai un, mais en fait, je ne le sens pas. C'est un des seuls organes du corps qu'on ne sent pas. Sauf quand, bon, s'il y a des méningites ou autre chose, mais le cerveau lui-même, il n'y a pas de terminaison nerveuse. Donc, je n'arrive pas du tout aux neurones, j'arrive à la conscience pure.
Et à ce moment-là, de nouveau, je ne peux pas aller plus loin, donc pourquoi c'est là plutôt que pas là? C'est un phénomène premier. Donc ça, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de questions philosophiques, mais je crois que c'est ce genre d'approche qu'il faut poursuivre, et c'est ce genre d'approche qui permet ensuite d'élargir le sujet à beaucoup d'autres questions. Ce que vous dites, en fait, c'est que cette conscience, elle est première, elle est immanente, elle est éternelle. Selon le bouddhisme, alors pour prendre la casquette bouddhiste, donc si quelque chose comme le monde soi-disant matériel, des phénomènes, donc il ne peut pas être créé ex nihilo, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir rien et puis quelque chose. On dit dans le texte bouddhiste, 1 million de causes ne peuvent faire exister ce qui n'existe pas. Parce que le néant, finalement, ce n'est pas quelque chose, évidemment, par nature. C'est l'idée qu'on a de l'absence des phénomènes. Donc l'idée de l'absence des phénomènes ne peut pas être une cause. C'est un concept. Donc le néant ne peut pas... Donc une création ex nihilo, ça n'a pas de sens. Parce que le néant n'a pas, évidemment, par nature, étant l'absence de toute chose, ne peut pas agir comme une cause. Donc du coup, dans le bouddhisme, on dit un univers sans début, mais attention, quelque chose qui en fait est dénué de réalisance propre. Donc c'est pas, mais comment a-t-il tout ça, ce truc solide? Il faut bien que ça ait commencé quelque part. Mais le problème s'estompe si ce solide n'est plus aussi solide qu'on le pense. Donc vous voyez, c'est très subtil. Donc il y a deux façons de réduire la dualité cartésienne entre l'immatériel de la conscience et la solidité du monde. L'une, c'est de dire un réductionnisme physicaliste, c'est-à-dire que finalement la conscience n'est qu'une propriété de la matière. Ça, c'est ce que font par exemple les réductionnistes beaucoup à l'heure actuelle. Une autre, c'est dire tout n'est qu'esprit. À ce moment-là, on a aussi des problèmes de logique. L'autre, c'est dire ils sont ni l'un ni l'autre doués d'existence propre et solide, mais ils ont des qualia différentes. L'un est doué de conscience et est conscient de soi, l'autre ne l'est pas. Mais ce n'est pas des différences fondamentales. Donc tout ça, c'est un problème extrêmement riche et complexe. Et voilà, bon, dans le temps que nous avons aujourd'hui, je pense que c'est quelques éléments de réflexion. Oui, en tout cas, donc ce que j'entends, c'est que par rapport à la question qui avait été posée après la mort, donc cette conscience... Oui, alors s'il y a effectivement, on peut avoir de création ex nihilo, on ne peut pas non plus retourner au néant. Où est-ce qu'on retournerait d'ailleurs? Je veux dire. Donc de la même façon, si la conscience est un phénomène premier, de ce point de vue-là, elle ne peut pas non plus naître ex nihilo, mais elle vient de chaque instant qui l'a précédé, elle ne peut pas non plus tomber dans le néant total. Donc c'est ça l'idée d'un continuum. Alors bien sûr, le continuum, ce n'est pas la métempsychose, ce n'est pas un petit bonhomme qui se promène au fil de tout ça, c'est un flot dynamique constamment renouvelé, impermanent, de conscience, mais qui est ininterrompu. Donc voilà, en gros. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut applaudir Mathieu.